Bienvenue à Our Famous, votre chaîne vidéo préférée. Aujourd'hui, nous continuons avec notre sujet de la semaine dernière. Toujours en parlant d'histoire, nous vous présentons la période contemporaine en compagnie de Madame Rosaline, qui vivait en ville il y a environ 200 ans, et cela de Gertrude, une compagnarde qui a abandonné sa terre natale pour les bienfaits de la ville, il y a plus de 200 ans aussi. C'est fou comme nous sommes surpris de constater à quel point la majorité de nos invités ont des longévités d'eux. Que dis-je, 3 fois plus longue que la nôtre. Alors, les filles, êtes-vous prêtes? Ah, oui. Toujours. Parfait, commençons! Je n'ai pas de questions préparées à l'avance. Croyez-vous simplement pouvoir me parler de votre vie entre 1800 jusqu'à aujourd'hui? Nous essaierons. Vous voulez qu'on se refasse ces notes? Préférablement, oui. Ah bon? Suite à la guerre contre les États-Unis en 1812, la crise économique de 1815 à 1820 qui perturbe la production et le commerce de graines et la crise de 1830 encore plus dévastatrice, nous avons décidé de fuir les contre-coups et de nous réfugier aux États-Unis, au Vermont. La raison que Marc, mon mari, et moi avons choisi les États au lieu de Montréal, qui était nettement plus proche, c'est le développement qui est plus rapide et efficace, et aussi le fait qu'il y avait plus d'emplois disponibles. À cause des immigrants qui étaient, selon moi, trop nombreux à partir, les dirigeants du Canada ont appelé cette période la Grande Hémorragie. Pour ma part, mes parents vivaient en campagne alors que j'étais très jeune, mais décidèrent de se rendre en ville malgré le manque de bons emplois. J'ai commencé à travailler assez tôt pour réussir à subvenir aux besoins de ma famille. De plus en plus de campagnards décidèrent aussi de se rendre en ville. C'est compréhensible puisque les terres de la vallée du Saint-Laurent étant presque entièrement occupées, l'avenir des agriculteurs n'était pas des plus fameux, ce qui les pousse généralement à immigrer à leur tour. Et que s'est-il passé à partir de la deuxième moitié du 19e siècle? J'ai entendu dire que beaucoup de Canadiens français avaient décidé d'aller dans les Laurentides et les Appalaches, et que l'Église et le gouvernement en avaient profité. Oui, je m'en souviens. Ça avait bien été en partie, surtout pour la région du Lac-Saint-Jean. Ces mouvements ont eu un gros impact sur les Premières Nations et leur territoire. C'est vrai ce qu'elle dit. Et même si ça avait bien été dans la région du Lac-Saint-Jean, ce n'était pas fameux partout ailleurs. Contrairement à l'industrie du bois, qui se trouve à être le principal produit d'exploitation du Québec. La majorité des colons en ont fait un métier puisqu'ils ne pouvaient pas cultiver l'hiver. Parlez-moi des différentes communautés qui sont arrivées au Bas-Canada entre 1900 et 1930. Il y avait déjà une communauté religieuse juive au 18e siècle. Ils n'étaient pas nombreux, environ 500, peut-être plus, mais pas beaucoup plus. Par contre, grâce au fait que l'immigration soit plus ouverte, des milliers de membres juifs rejoignent la communauté du Québec, généralement car ils se faisaient persécuter pour leur origine ethnique, j'imagine. Après nous, les Canadiens français et les Britanniques y étaient considérés comme le groupe ethnique et culturel le plus important au Québec, qui compte environ 80% de la population juive vers 1931. Les choses sont difficiles en Italie, et quelques Italiens décidèrent de se tourner vers le Québec pour de meilleures conditions de vie pour leurs familles, qui formèrent le quatrième groupe ethnique en importance. Beaucoup d'autres Italiens se dirigèrent vers le Québec, les États-Unis et l'Australie, par contre. Malgré tout, comme les immigrants juifs, la plupart des nouveaux habitants décidèrent d'aller habiter à Montréal. Ils trouvent généralement du travail dans les industries ferroviaires, et l'immigration étant plus libre entre 1910 et 1920, les Italiens cherchent à faire venir leur famille d'Italie. Nous sommes à présent après la Seconde Guerre mondiale. Le retour des soldats marque une nouvelle ère, qui se généralise avec le phénomène du baby-boom, qui consiste en la croissance du taux de natalité sur une très courte période. Quels sont les deux facteurs qui l'expliquent? Comme vous le dites, c'est une hausse incroyable du taux de natalité, mais aussi une baisse énorme du taux de mortalité infantile, beaucoup moins d'enfants meurent avant l'âge d'un an. C'est généralement grâce aux meilleures conditions économiques mondiales et au progrès de la médecine pédiatrique ainsi qu'à l'amélioration de l'hygiène publique qu'on peut marquer ce gros changement. Et de quoi le baby-boom marque-t-il la fin? Il marque la fin de la croissance démographique naturelle car, à partir de 1960, le Québec ne compte plus que sur l'immigration pour assurer sa croissance démographique, celle-ci étant essentiellement assurée par l'accroissement naturel de la population. Que pouvez-vous me dire sur la période d'après-guerre? C'est un retour à l'urbanisation. Qui a été ralenti pendant la crise des années 30.
Oui, l'accroissement du taux d'urbanisation est marqué par le nombre croissant de jeunes familles qui veulent profiter des bienfaits du Québec et du développement économique d'après-guerre. Des milliers d'habitations ont été construites entre 1948 et 1960 pour les parents de baby boomers. Le secteur manufacturier et la fonction publique se sont développés et font partie de l'urbanisation, ce qui différencie le Québec du 20e siècle au Québec du 19e siècle. Apparemment, la province de Québec ne commence à profiter d'une immigration réellement diversifiée à partir de 1945. Est-ce vrai? Le début du baby boom est aussi le début d'une nouvelle période d'immigration. En effet, le Canada ouvre ses portes pour que les immigrants provenant de pays qui ont souffert de la guerre puissent venir s'y réfugier. Plus de 400 000 immigrants sont accueillis, dont la plupart sont des Italiens, des Grecs et d'autres Européennes. En majorité, grâce à ce phénomène, les Québécois ne cherchent plus à quitter la province. Ouf, il fait chaud. Le gouvernement canadien a même aboli les lois qui restreignaient l'immigration non européenne. Des Chinois, des Haïtiens, des Indiens, des Pakistanais et plein d'immigrants, ce qui nous permet d'assurer nos croissances démographiques et de jouir d'une diversité culturelle depuis plus de 20 ans. La majorité se trouvant à Montréal, ranimée par l'attrait de la métropole. Montréal est constitué d'un peu moins de la moitié de la population du Québec en 2006. Qu'en est-il des problèmes démographiques du 21e siècle? Depuis le baby boom, le taux de natalité a diminué, car les baby boomers n'ont pas eu autant d'enfants que leurs parents. En 2001, il y avait seulement 21% de la population québécoise qui était âgée de moins de 18 ans. On croyait que le vieillissement de la population allait entraîner des changements majeurs dans les structures de l'économie et de l'État. La croissance démographique s'appuie généralement sur la venue d'immigrants, malgré le fait qu'il soit toujours difficile d'émigrer au Québec, mais entre 2006 et 2007 à cause des conditions strictes, dont l'une d'elles étant que l'on n'accepte pas plus de 45 000 nouveaux arrivants par année. Et puis, grâce au déploiement des centres urbains, de plus en plus de campagnards quittent les régions pour venir s'installer à Montréal, Québec ou ailleurs, ce qui cause d'importantes baisses de population en une période de 5 ans. Je crois que c'est assez pour aujourd'hui. Merci énormément les filles d'avoir été avec nous ce soir. Nous vous en sommes grandement reconnaissants. Oh, mais ça nous fait plaisir! Oh oui, ça nous fait plaisir. Génial! Alors une prochaine fois dans un épisode de Our Famous!